Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être à ce rendez-vous pour un événement très particulier, pour une invitée singulière que j'ai la chance de pouvoir interviewer aujourd'hui, qui est Lo Degente de la Maison Pernoise. Et avec cette conférence, on fait partie d'un cycle, on a vu des formats très différents lors de ces talks de retail. Et j'ai voulu aujourd'hui choisir ce sujet que j'ai appelé Weekend Store. Comment, loin des grandes villes, on peut attirer une clientèle de qualité et développer un programme particulier. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet, au-delà du fait que dans un weekend store, comme Lo va vous raconter, on ne vient pas que le week-end, mais c'est une attitude, c'est-à-dire des magasins où l'on prend le temps. Une des denrées les plus rares aujourd'hui pour un retailer, pour quelqu'un qui a un magasin, c'est de capter du temps de client. À Paris, dans les grandes villes, tout le monde est excité et tout le monde te dit « j'ai pas le temps ». Alors que techniquement, tout le monde a 24 heures par jour. Mais l'idée d'aller consacrer 45 minutes pour aller regarder un canapé traverser la ville paraît compliquée. Et il se trouve que dans des environnements différents, on arrive à avoir une attention, capter une attention qui permet de développer une relation. Et c'est ce que Lo a magnifiquement fait à Pernes-les-Fontaines qu'elle va vous décrire. L'autre raison, moi je ne suis pas un journaliste, je suis un commerçant. J'ai créé plusieurs magasins, dont Merci, que vous connaissez peut-être, Boulevard Beaumarchais, ou Irachai, plus récemment, un concept store japonais rue du Louvre. Donc j'aime le commerce, je suis un homme d'entreprise, j'aime les chiffres aussi. Et une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce sujet, c'est il m'arrive parfois pour des investisseurs ou des marques de faire des diagnostics commerciaux de marques. Certaines sont exposantes ici. Et donc dans un diagnostic commercial, très souvent, on vous donne la liste des 50 premiers clients. Et donc très souvent, je me disais, mais c'est bizarre, je ne connais pas ce code postal. Donc j'avais rue du Bac, boulevard Beaumarchais, les adresses normales, Lyon, Toulouse, et puis des endroits comme Pernes-les-Fontaines qui apparaissaient dans le top 20 des fournisseurs comme des grands clients. Et ça m'a mis la puce à l'oreille et je me rends compte qu'en fait, pour certaines des grandes marques qui exposent ici ou pas d'ailleurs, parfois leurs plus importants clients ne sont pas dans des centres-villes, mais sont dans des endroits qui sont en dehors de ce à quoi on s'attend. Et c'est ces deux diagnostics, le premier sur le temps du client et le deuxième sur la réalité commerciale pour les fournisseurs, d'avoir des ambassadrices ou des ambassadeurs qui sont dans des formats différents. Centre-ville versus villégiature, petit lieu versus grand lieu, lieu abstrait ou anonyme dans les grandes villes ou lieu incarné dans les régions où on peut vraiment marquer sa patte. Et c'est ça qui m'a donné l'envie d'inviter Lo à être parmi nous aujourd'hui. Donc je vais demander à Lo de se présenter, de son parcours avant d'arriver à Pernes-les-Fontaines et puis qu'elle nous décrive Pernes-les-Fontaines parce que peut-être certaines ou certains d'entre vous ne connaissent pas Pernes-les-Fontaines. Lo, je te laisse la parole. Merci beaucoup Jean-Luc, merci de nous avoir invités, la Maison Pernoise. C'est l'occasion pour nous de prendre la parole. Et donc moi je suis Lo, j'ai créé la Maison Pernoise il y a 12 ans, mais avant cela j'ai eu plusieurs vies. J'ai eu une vie dans la pub, j'ai travaillé dans les années 90, donc au siècle dernier, chez Séguéla, j'ai fait mes classes dans la pub, puis j'ai travaillé dans une entreprise industrielle comme développeur de marques pour l'entreprise. J'ai monté une première société juste avant les années 2000. J'avais même exposé à Maison et Objets à l'époque. C'était de l'édition d'objets de créateurs. On verra après que les créateurs ont toujours été mon moteur. Ensuite, j'ai pu intégrer Ikea comme Interior Design Manager au départ sur la boutique à l'époque de Marseille. Et ce poste-là, en fait, pilote les architectes d'intérieur, mais également est garant du concept Ikea. Suite à ensuite une mutation, je suis allée vivre dans le Nord, à Lille. Et là, j'étais store manager. Donc, j'ai pu aussi continuer à appliquer le concept, mais avec une vision beaucoup plus business, évidemment, tout en gardant cette dimension d'interior design qui, moi, me fait marcher, tout simplement. À la suite d'IKEA et d'un deuxième bébé, j'ai décidé de revenir à la com. On était dans 2008. Les réseaux sociaux commençaient à peine à apparaître. Je n'y connaissais absolument rien. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je revienne dans la com et pour travailler là-dessus. Donc là, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le réseau de transport de Lille Métropole comme directrice de la com.
Et ça m'a permis, après avoir démocratisé le design pour le plus grand nombre, d'essayer de rendre plus attractif le réseau de transport de Lille. Donc là, c'était aussi une expérience très créative pour moi, très sympa. Et puis l'appel du Sud restait très fort parce que je reste méditerranéenne avant tout. Et donc, nous sommes revenus dans le Sud, à Pernes-les-Fontaines, parce que nous avions notre maison de vacances. Et puis, c'était mon ancrage familial. Et là, effectivement, en quelques 6 mois, j'ai pu créer la maison pernoise. Merci pour ce parcours. On reviendra tout à l'heure le fait que vous verrez, vous allez découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas la maison pernoise, évidemment, d'un point de vue de format, d'esthétique, de relations, on est à des années-lumière d'IKEA, des grandes boîtes de 10 000 m² blanches. Et à la fois, je pense que l'expérience d'IKEA a laissé des traces dans ta façon de travailler. On va le voir tout à l'heure avec quelques questions au fur et à mesure qu'on découvrira la maison pernoise. Donc c'est un grand écart. J'ai énormément de respect pour IKEA, qui est en démocratisation du design, quelqu'un qui fait beaucoup plus que des gens qui parlent beaucoup plus. Mais ça va être intéressant de voir ce grand écart entre des formats très différents avec la même vocation qui est de partager avec des publics de la création. Alors on va rentrer dans ce lieu et tu vas nous parler un petit peu de Pernes-les-Fontaines et de ton projet. Alors Pernes-les-Fontaines, c'était ma nouvelle résidence. J'ai réfléchi quelques mois quand même sur ce que j'avais envie de faire et je suis tombée sur cette grange. Une vieille grange en pierre qui était vide, à l'abandon, avec une structure à l'intérieur pas très intéressante en soi. Donc, il s'est agi de la désosser dans un premier temps pour en faire un lieu différent. Mais quel type de lieu? Alors, c'est vrai que mon expérience, ma vie, pendant 10 ans à Lille et dans les pays du Nord, m'ont très fortement marqué, imprégné des concepts scandinaves. Et donc, j'ai souhaité restructurer l'intérieur pour créer un lieu vivant, à la fois boutique déco, mais également petit café-salon, galerie, créateurs, rencontres, pour pouvoir créer de l'énergie. Je t'interromps une seconde, juste pour que tu nous dises où est Pernes-les-Fontaines, qui n'a pas encore sa place dans la carte mondiale du design, même si tu y contribues. Est-ce que tu peux nous dire géographiquement et culturellement et tes voisins, pourquoi, en dehors du fait que c'est ta région d'origine, où est Pernes-les-Fontaines pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas? Alors Pernes-les-Fontaines, c'est en Provence, dans le Vaucluse, à côté de l'Île-sur-Sorgue, à 30 minutes à l'est d'Avignon. C'est une petite ville de 10 000 habitants où il n'y avait pas de boutique de déco. Et donc, naturellement, je me suis dit, pourquoi pas s'installer là? Le local était juste exceptionnel. J'avais la chance de connaître quelques marques, notamment scandinaves, qui n'étaient pas encore implantées en France à l'époque, House Doctor, HK Living par exemple, et puis des marques françaises comme Linge Particulier et d'autres créateurs, avec qui tout de suite j'ai pu ouvrir la maison pernoise dans un format très minimaliste au départ. Et puis petit à petit, les collections se sont étoffées et les secteurs ont évolué aussi. Et donc, pour revenir au sujet du Weekend Store, donc les voisins géographiques de Pernes-les-Fontaines, c'est l'Île-sur-Sorgue pour le Grand Marché, le marché des antiquaires, c'est le Mont Ventoux qui est à côté, Tarascon qui n'est pas très loin. Donc c'est une région qui est à la fois touristique et à la fois une région qui est habitée. Comme tu le disais, c'est une petite ville, c'est-à-dire que le bassin primaire, 10 000 personnes sur des marques relativement milieu et haut de gamme, n'est pas forcément suffisant. Et donc tout le travail, on va le voir au fur et à mesure de cette présentation, c'est d'arriver à élargir le cercle de visitorat, et notamment grâce à le contenu de ce magasin. Donc la géographie est très importante, et dans les weekend stores, il y a parfois ceux qui sont dans des toutes petites villes, mais près d'une grande attraction touristique, ou celles qui sont dans des territoires plus diffus, puisque entre le Mont Ventoux, ça peut être 30 km à droite, 50 km à gauche pour une destination. Et les gens, quand vous avez fait 50 km pour venir voir un magasin, vous n'y passez pas 10 minutes. Alors, en gros, vous allez, c'est votre après-midi, après vous allez au marché acheter des aubergines, vous faites un déplacement, et je pense qu'aujourd'hui, il y a les deux extrêmes, soit l'achat très rapide, qu'il soit Internet ou Express, soit l'achat où
aller faire des courses, aller faire du shopping est une activité en soi qui est un investissement de temps et c'est le défi que tu as relevé. On va rentrer dans ce lieu et tu vas pouvoir t'arrêter sur quelques objets d'architecture ou de présentation ou de scénographie qui représentent bien l'esprit de Maison Pernoise. Donc là, on est dans la vue d'ensemble de cette ex-grange. Tu peux nous donner une idée de la taille, de la hauteur ? On a 170 mètres carrés au sol, plus deux mezzanines de 50 et 30 mètres carrés à l'étage. Avec un point pour rebondir sur ce que j'appelle les week-end stores, à Paris ou dans les grandes villes, on a très souvent des contraintes d'espace, pas de plafond, pas de recul. Et il y a certaines marques, on voit là ces grandes suspensions, par exemple, on en voit beaucoup à Maison Objet. Alors c'est facile, il y a 20 mètres de hauteur, mais quand vous avez un petit magasin à Paris avec 2,40 m de hauteur, vendre des suspensions spectaculaires, c'est très difficile. Et je trouve que les week-end stores et la Maison Pernoise, un exemple, ça permet pour certaines marques de faire des scores incroyables dans ce genre de magasin. Pourquoi? Parce que la mise en contexte est possible. Et ça, je trouve que c'est un très bon exemple dans cette perspective que l'on voit sur cette image. Là, c'est notre montée d'escalier où on travaille évidemment chaque saison avec des présentations différentes, avec des marques différentes, avec des univers thématiques différents là aussi, pour rebondir ce qu'on disait tout à l'heure, faire venir les gens. On est un magasin de destination et pas uniquement d'achat d'un canapé ou d'un luminaire. Est-ce que tu peux nous parler sur cet exemple de ta philosophie ou ta pratique de scénographie, d'alliance entre marques, de mise en contextualisation? C'est-à-dire que ça n'est pas une maison, mais ça ressemble à une maison, ou plutôt c'est une maison qu'on aimerait avoir, par les volumes et par la taille. Par exemple, c'est quoi ta culture? Tu dis que tu as été très inspiré, ou quoi, tu apprécies les grandes marques du Nord, et à la fois tu as une expérience du retail très opérationnel avec nos amis suédois. C'est quoi ce que tu aimes faire dans des... Là, par exemple, tu as créé cet univers. Quelle est ta pratique? Alors, c'est vrai que là où on retrouve la force de ma formation IKEA, c'est qu'au-delà de la formation en architecture d'intérieur, en fonctionnalité, en éclairage, etc., il y a toute cette dimension de mix des styles et des espaces qu'on avait chez IKEA dans les ambiances comme à la maison. Et donc là, ce qui m'a plu chez IKEA et que j'ai réussi en tout cas j'ai essayé déjà chez IKEA à l'époque, mais aujourd'hui à la Maison Pernoise, c'est vraiment de twister les styles, de twister les genres et de proposer des scénarios, des installations qui font waouh. Ça, c'est la première des choses. C'est le wow effect. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé d'IKEA parce que c'est important quand on arrive, même chez soi, tout de suite de se sentir bien. Et donc, on propose, parce qu'on a la place et donc on peut le scénariser plus facilement que dans d'autres boutiques, on va proposer une installation presque irréaliste avec tu parlais des luminaires effectivement XXL, mais là on a par exemple des poteries triple XL, des canapés de grande dimension. Et évidemment, quand on est commerçant, on sait très bien que de présenter des grands canapés, ça va plus permettre d'en vendre des petits que des grands comme celui-là. Mais il n'empêche que là, pour le coup, ça donne vraiment envie. Et c'est ce qu'on travaille en mélangeant les styles, les marques, là, on est très wabi-sabi, un peu ethnique, mais en même temps, on a un canapé, des coussins, maison de vacances. Donc, on est très classique, quelque part, dans le type de produit. Et c'est ce qu'on aime à la Maison Pernoise, c'est vraiment mélanger les genres. Un point de réaction sur cette définition de weekend store, c'est... Moi, je me rends compte, je vais souvent dans la région chez des amis, à Venasque ou à Lille, etc. Et puis, quand vous avez des amis qui viennent chez vous quelques jours, quand il y a un concept store de très grande qualité, ça devient une destination. Tiens, cet après-midi, après le marché, on va aller voir ce qu'ils ont à la Maison Pernoise. Et comme ça n'est pas un magasin intimidant, ce n'est pas un musée, ce n'est pas un design store, les gens viennent présenter ce lieu un peu comme une attraction, mais également... Une des forces pour moi des weekend stores, c'est dans le choix, notamment pour les canapés, les meubles, les choses structurantes. Parfois, c'est un investissement important pour quelqu'un qui est en train de faire un chantier et il a envie de le montrer à une copine ou à un copain pour avoir son avis, pour décider.
À Paris, il faut vraiment que ce soit une très bonne copine ou un très bon copain pour consacrer 3 heures à venir avec quelqu'un pour donner son avis sur un canapé. Dans des week-end stores, tiens, ben, si cet après-midi, si tu es dans le coin, on se retrouve à la Maison Pernoise, tu me donneras ton avis. Je suis en train d'hésiter entre 2 scénarios et je trouve que la Maison Pernoise, comme d'autres week-end stores, permet pour les clients d'aller dans leur processus de décision, le partager avec certaines personnes, essayer, effectivement, tout le monde rêve d'avoir un canapé XXL, ils vont prendre la petite version, mais ils vont se poser dedans, ils vont l'essayer en étant dans le vrai contexte d'une maison et non pas dans un showroom qui est un peu désincarné. Et ça, je trouve que tu le fais très bien et c'est un bon exemple. On va regarder d'autres exemples avec le rapport entre l'art et le design, où tu présentes des photographes, où tu présentes des choses qui sont singulières, en tout cas qu'on ne retrouve pas dans d'autres magasins. Et donc là, c'est un autre exemple de scénario. Avec un photographe, Dave Balam, qu'on représente en France, pour ses photographies de festivités en Afrique du Sud. D'autres exemples, évidemment, on rêve tous d'avoir des tables XXL de 22 mètres de long pour faire des grands dîners de potes. Évidemment, c'est une projection. Et là, par exemple, tu as cette démonstration de chaises éclectiques, différentes, et que dans un magasin plus normé, on aurait du mal à présenter sans que ce soit bizarre. Là, le fait que tu aies ce grand espace et tu as la possibilité de faire tes matchs un petit peu particuliers. Tu peux nous parler de ce genre d'installation? Et vous voyez l'ouverture sur la ville ou sur le village, puisqu'il y a une transparence également avec la vraie vie de l'autre côté. Ça n'est pas un club pour VIP, c'est très ouvert. C'est ça, ben là on est dans la vitrine en plus, donc c'est vrai que mais la vitrine, elle est habitée, c'est-à-dire que cet espace-là, généralement, les visiteurs dans la boutique font le tour de la table. Ça permet de voir aussi, puisqu'il n'y a pas la même chose à toutes les places assises. On va travailler de la même façon le mélange et la diversité de ce qu'on propose sur la table, comme de la chaise qui va autour, parce que là aussi, ça correspond finalement à ce qu'on a tous chez soi. On a 6, 8 chaises les mêmes, allez, au bout du monde. Et puis ben, quand on est 14 ou quand on est 20, repas de famille, grande fête, on pousse les murs, on pousse les canapés, on rajoute les tables, on rajoute... Et il faut quand même que ça ait du style. Et puis, ben, de toute façon, en mélangeant tout ce qu'on a chez soi, ça a forcément du style, puisqu'on a choisi chacun des objets qui sont à la maison. Juste pour ceux qui connaissent moins la région, Pernes-les-Fontaines, c'est une ville moyenne française classique, qui a un pouvoir d'achat de la ville française moyenne de 10 000 habitants. Or, les marques que présente Lou sont des marques globalement pour la France réelle, plutôt moyen ou haut de gamme. Là, vous voyez la lampe de Paolo Navone et pour Gervasoni, vous voyez des pièces que vous reconnaissez qui ne sont pas des produits Maison du Monde ou qui ne sont pas des produits d'entrée de gamme. Comment tu gères cet équilibre entre des marques aspirationnelles qui parfois sont à des prix qui valent leur prix, hein, mais qui sont des prix pour la France rurale, parfois considérés comme du luxe, et ta clientèle de zone primaire, qui est une ville normale française, ni bien ni haute, de 10 000 habitants? Alors, c'est vrai que notre positionnement n'a jamais été du premier prix. J'ai toujours voulu me positionner entre, quand on a ouvert, Ikea et Ligne Rosée. Même si aujourd'hui, on est plus proche de Ligne Rosée, évidemment, que d'Ikea. Pour autant, c'est important pour nous de proposer des produits de qualité, des produits français ou européens, et des produits durables et intemporels dans la manière dont on va venir les travailler. Quand on investit 5, 6, 10 000 euros dans un canapé, le 10 000 c'est pour la version XXL de tout à l'heure, on ne va pas en changer tous les 5 ans. Ce n'est pas un canapé Ikea pour le coup. Donc c'est important que ça reste qualitatif, que ça reste attractif et que ça ne se démode pas. Alors c'est vrai qu'on vient à Maison et Objets et on est ravis et on trouve toujours des pépites. Par contre, honnêtement, les tendances, ce n'est pas du tout la manière dont on travaille. On va aller plutôt travailler, nous, des thématiques qu'on va retrouver régulièrement dans les tendances, pour le coup, ou dans la manière de vivre de tout un chacun, pour venir affiner, aménager son intérieur, améliorer sa déco, de sorte à ce que chez soi, ça paraisse nouveau, ça donne toujours envie, mais on n'est pas dans les tendances, on est sur quelque chose qui va durer beaucoup plus longtemps. Et on va venir associer des grandes marques de canapés, de tables, de mobilier, de luminaires, avec des objets un petit peu plus faciles
dans les vases, dans la déco murale, dans les bougies, dans les photos forts, même si on va toujours chercher la petite pièce, d'une part, qui ne va pas y avoir dans tous les magasins autour, et qui va nous faire le crush à nous aussi, au départ. Si on n'a pas, nous, le coup de cœur, on ne le prend pas. Ce n'est pas parce que le commercial va nous dire « Ah, mais ça cartonne dans les concept stores bah, ». Si nous, ça ne nous plaît pas, on dit très bien. Bah, ça reste pour les autres concept stores, mais ça ne rentrera pas à la Maison Pernoise. On a vraiment une sélection très personnelle. Alors, tu as certaines catégories que tu as approfondies plus que d'autres, notamment le linge et le linge de lit. Il y a des très belles mises en scène, mises en situation de tes linges, qui fait que pour quelqu'un qui est en recherche d'idées, qui est en train de refaire une maison, etc., c'est également une source d'inspiration très forte. Et on va parler tout à l'heure de ce que tu fais sur Instagram avec la performance que tu réalises, effectivement. Parfois, on demande, mais comment ça se fait qu'elle ait autant de vues? Ben, c'est qu'il y a du contenu. Vous savez, Instagram, c'est directement lié à la qualité de ce que vous faites et le fait que les installations soient singulières, en tout cas ne ressemblent pas au magasin du voisin. Là, vous voyez 2 installations de linge de lit. Évidemment, ce n'est pas la même chose que si vous êtes chez, entre guillemets, une marque avec des racks homogènes qui sont toujours les mêmes. Est-ce que c'est une catégorie qui est significative chez toi, le linge de lit? Oui, le textile en général. Et c'est vrai que tu parlais de l'univers maison traditionnel. On a à la Maison Pernoise tous les univers qu'on retrouve dans toutes les boutiques. Mais on a effectivement ce parti pris de présentation qui est complètement différent. On a quelques îlots de vaisselle, de verre, de bougies, etc. Mais essentiellement, on va travailler des scénographies, on va travailler des espaces ou des displays. Et là aussi, quelque part, j'ai mon antériorité d'IKEA qui reste là et qui m'inspire. Parce qu'on va travailler l'éclairage, on va travailler les couleurs, on va créer des atmosphères. On travaille à la Maison Pernoise de façon aussi artisanale, c'est-à-dire qu'on fait tout. On va installer les luminaires, on va repeindre les murs, on va changer le sol s'il faut changer le sol, rajouter de la jute, repeindre si c'est du bois, changer les tapis, etc. Et ça permet de créer et de donner envie. Alors c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de magasins de destination. Heureusement qu'on n'est pas que magasin de destination et que parfois les clients, les visiteurs, on va dire, se transforment en clients et achètent. Mais clairement, on est aussi un magasin, on le sait, on l'assume et on est ravis de cela, qui partageons l'inspiration. Et on a beaucoup, notamment de jeunes générations, qui viennent s'inspirer à la Maison Pernoise et qui après, bon, bah, ok, vont chez Maison du Monde ou d'autres enseignes plus abordables pour eux. J'espère qu'un jour, ils pourront venir aussi à la Maison Pernoise plus tard. On va continuer. Donc voilà, vous voyez, on est dans le même magasin et il y a des diversités de stories. On n'est pas au même moment. Hein. On n'est pas au même moment. Là, je vais donner des exemples. Un client, parce que dans un week-end store, les gens qui sont résidents locaux ou qui ont leur résidence secondaire dans le coin, ils viennent plusieurs fois par an. Ils viennent chaque fois, ils ont des scénarios différents et donc c'est très important de renouveler. Et là, vous voyez des histoires à la fois très différentes et très Maison Pernoise. Donc là, évidemment, il y a une grande différence entre cette atmosphère et cette atmosphère, ou cette atmosphère, et à la fois il y a un fil conducteur qui sont un style Maison Pernoise, en tout cas une attitude qui peut être plus contemporaine dans un cas, plus ethnique dans l'autre, mais avec des points communs, ce qui fait qu'un client qui, par exemple, viendrait 2 ou 3 fois par an dans sa résidence secondaire et qui viendrait 1 ou 2 fois voir ce qu'il y a de neuf chez Maison Pernoise, sur un fonds de collection et de fournisseurs qui peuvent être communs, tu arrives à avoir un renouvellement, ce qui n'est pas toujours le cas de magasins de cette taille dans des petites villes qui ont souvent la même histoire qui se répète. Comment tu arrives à gérer la fréquence de ton renouvellement de scénographie artisanale, comme tu le dis, tu le fais avec tes petits bras et avec ton équipe? Alors, tout simplement parce qu'on commande très peu de chacune des références qu'on commande. Et donc, quand on n'en a plus, on change complètement. On a vendu les luminaires, hop, on change la scéno pour mettre d'autres luminaires. On a vendu des coussins, on change complètement la présentation des coussins. Ce n'est pas forcément avec une stratégie préméditée forcenée. C'est juste la vie du magasin où on s'adapte au fur et à mesure. Et effectivement, on parlait des visiteurs réguliers. On a 3 profils de clients. On a les locaux, qu'ils soient permanents ou qu'ils soient résidents secondaires, ils restent locaux.
Et les résidences secondaires, depuis 2020, on ne se le cache pas, hein, ils viennent de plus en plus souvent, ils font des longs week-ends pour les vacances scolaires. Donc le week-end store s'élargit, on va dire, dans la dimension. On a un profil de client de passage, qu'ils soient touristes qui passent devant, qui poussent la porte par hasard et qui découvrent l'univers, ou qui fassent 2-3 heures de route parce qu'ils sont en vacances dans le sud et qu'ils veulent venir voir la maison pernoise. Et on a, heureusement pour nous, et pour notamment une bonne partie de l'hiver, où c'est un peu plus tranquille, il faut le reconnaître, des clients architectes d'intérieur avec qui on travaille sur des projets pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir sourcer pour eux, pour apporter là aussi une touche qui va être la leur, mais avec des produits spécifiques qu'ils ne vont pas trouver partout et donc qui nous sollicitent pour les accompagner. Alors, on regarde d'autres univers. Donc, vous voyez à la fois les fils conducteurs et l'éclectisme, qui est une des forces vraiment d'un lieu comme ça. On parlait des objets. Effectivement, il y a du meuble structurant, mais il y a également des objets, cadeaux pour soi ou cadeaux pour les autres, renouvellement. Et donc, très souvent, moi, je sais qu'à chaque fois que je viens dans la région avec les amis chez qui je vais, on passe voir. Il y a souvent un cadeau à faire, soit parce qu'on rentre à Paris après et on préfère le faire dans un endroit qui nous parle que d'aller à Paris le faire, ou offrir quelque chose aux gens chez qui on est. Il y a l'idée du gift store, weekend store, qui est, je trouve, une façon pour les marques. Là, je prends ma casquette de marketing. Toutes les marques qui exposent ici, parfois, elles me demandent chez qui il faut être. Alors, à Paris, gna, 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 il faut être chez Merci, il faut être au Bon Marché, ok, très bien. Je leur dis, mais est-ce que vous êtes à la Maison Pernoise? Est-ce que vous êtes à la Maison Générale à Saint-Malo? C'est ça qui compte. Parce que vous allez être vus par des gens qui ont des résidences secondaires ou qui sont de passage, dans des endroits qualitatifs. Et pour imprimer la rétine des clients, il faut être au bon endroit. Et je trouve que les weekend stores, il n'y en a peut-être pas beaucoup en France, il y en a peut-être 10, dont la Maison Pernoise, qui sont des plateformes à la fois de vente et de notoriété pour les marques qui sont très importantes parce que le contexte n'est pas du tout neutre. Quand je vois ce produit dans cet environnement, je ne le vois pas de la même façon que quand je suis garé en double fil rue du Bac en train de me faire engueuler parce que je bouche la rue. Et donc je crois que ton travail sur les gifts, sur les objets, vaisselle, cadre, petit objet, est un complément. Ça représente une part importante de ton business, l'objet, versus le meuble structurant? Alors, si on parle purement en valeur absolue, chiffre d'affaires, c'est peut-être de 20-25%. Maintenant, ce sont des éléments essentiels. Parce qu'évidemment, c'est ce qui va donner la vie, c'est ce qui va donner le relief, c'est ce qui va changer le plus. C'est-à-dire qu'on a des collections de meubles qui sont plus ou moins toujours les mêmes tout au long de l'année, alors que les coussins, les miroirs, la vaisselle, les bougies, enfin tous les accessoires finalement, c'est ce qui va venir donner la vitalité, la différence d'une saison ou d'une mi-saison à l'autre pour les scénographies. Alors on va aborder, donc vous avez une idée maintenant à la fois de la forme physique du lieu et de la typologie de produits et de scénographie que l'eau met en place, mais il y a un point qui est particulier pour les weekend stores en général et à la Maison Pernoise en particulier, qui est l'idée qu'un magasin n'est pas simplement là pour vendre, même si c'est évidemment sa fonction centrale, mais il est également là pour réunir les clients, pour que les clients se sentent chez eux. Et tu as développé à la Maison Pernoise une relation avec ton écosystème, qui soit des locaux résidents permanents, pas permanents, avec des rencontres, des formats de rencontres, que ce soit une signature de livre, que ce soit le lancement d'une collection, où les gens se retrouvent à la Maison Pernoise. Tu peux nous en parler un petit peu, ce que j'appelle le vrai réseau social. Parce que dans le mot réseau social, il y a le mot social. C'est-à-dire des gens qui boivent un verre de rosé ensemble. Ça, j'appelle ça un réseau social. Un clic, c'est un réseau digital. Peux-tu nous parler du réseau social au sens humain de la Maison Pernoise? Oui, alors c'est vrai que là aussi, les choses se sont faites très naturellement et sans grosse préméditation stratégique de départ. On avait besoin de se faire connaître, on avait besoin de faire venir du public, puisqu'on avait choisi d'être au milieu de nulle part, dans une petite ville. Donc, très rapidement, on est en 2014, j'imagine un format qui s'appelle les masterclass stylisme, un format de stylisme déco, où là, j'invite, à l'époque, de nombreuses blogueuses, journalistes, certaines deviendront architectes, décoratrices, commerçantes, enfin voilà, des jolis parcours. Et ce sont beaucoup de personnes qui au départ sont venues faire une formation en stylisme, déco,
à la Maison Pernoise. Puis, on a travaillé aussi les ateliers avec des animateurs locaux qui vont venir partager leur savoir-faire avec les clients. Donc là aussi, ça stimule et les clients font partie de l'aventure. Ils ne viennent pas seulement acheter des produits, ils se sentent bien parce qu'on est super sympa dans l'équipe et qu'on accueille les gens toujours avec le sourire. Mais là, ils peuvent mettre la main à la pâte et pratiquer une activité créatrice. Et ensuite, plus récemment, on a développé aussi des résidences d'artistes, tout simplement parce que sur les derniers mois, le contexte a été un peu plus compliqué. On a dû faire de la place en boutique, limiter un petit peu le stock. Et donc, on a libéré un espace qu'on appelle l'atelier, dans lequel on a installé des artistes invités pour venir faire une résidence de 3 jours, 4 jours, 10 jours. Là, on voit Manon Monge, par exemple, qui est une créatrice qui fait des savons somptueux en Provence, mais qui a travaillé depuis quelques mois la fibre végétale, le tissage végétal, et donc qui est venue en résidence début juillet pour produire des pièces qu'elle pouvait vendre évidemment directement. Elle pouvait rencontrer le public, les visiteurs de la boutique, et leur expliquer sa démarche et son travail. Et puis là, dernièrement, puisque c'était ce week-end au château de la Gonette, à côté d'Apt, faire une exposition avec les pièces qu'elle avait fabriquées à la boutique. Donc ce format-là nouveau des résidences d'artistes permettent de faire des vernissages, de faire des soirées, de mettre un food truck, de mettre des braseros s'il fait froid dehors, et de mettre un DJ. S'il fait vraiment trop froid, on ferme la porte, on monte le son, et puis voilà, on est tous ensemble et on fait une belle soirée. Et là, pour rebondir sur le concept de weekend store, ou en tout cas de magasin singulier, c'est que je crois qu'aujourd'hui, on arrive dans des extrêmes. Soit c'est des magasins qui sont uniquement performatifs, c'est-à-dire livrer un produit, faire une transaction. Et donc, c'est parce qu'il y a soit un rapport prix, soit une puissance de communication forte. Soit c'est des magasins de relations, c'est-à-dire parce que les clients parlent avec des vendeurs et l'équipe de l'eau, ou même se parlent entre clients. Pour moi, j'ai toujours dit qu'un magasin a réussi quand les clients se parlent entre eux. Ça veut dire qu'ils se sentent bien. À Paris, même dans des magasins de grand nom, la probabilité que 2 Parisiens se parlent dans un magasin entre eux est proche de 0. Parce qu'ils sont là, ils sont pressés, les vendeurs sont assez serrés, et la part à l'improvisation est assez faible. Dans des magasins incarnés, ou des magasins généreux, comme tu le fais, quand des clients se parlent entre eux, c'est gagné. Ça veut dire que leurs barrières de résistance sont tombées, et que donc la relation à l'esthétisme, la relation à l'histoire, la relation à faire découvrir, à faire toucher un textile est gagnée. Et je trouve que ce que tu as réalisé, alors probablement que les pays du Sud sont encore plus, mais c'est vrai dans les pays du Nord, tu parlais de ton influence des pays du Nord, où globalement on parle moins avec les mains que dans le Sud. La réalité, c'est que dans les bons magasins du Nord, de l'Europe, il y a une forme de démocratisation, il y a une forme de simplicité. On fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et je trouve qu'aujourd'hui, d'un point de vue marketing, c'est une force énorme que de mettre les clients dans un état réceptif à la tentation commerciale, puisqu'on est tous des commerçants et qu'à la fin, il faut qu'il y ait transaction. Et je trouve que le format architectural, éditorial, scénographique du Weekend Store se prête beaucoup mieux que le white cube, le glaçon du design, avec des produits sur des podiums, avec des cartels. Et vous n'avez qu'à lire. Regardez, il y a un QR code si vous voulez savoir ce que c'est. Ça, je pense que malheureusement, on est arrivé au bout du cycle de cet aspect performatif de certaines marques ou certains magasins qui disent les clients sont assez grands pour aller chercher l'information eux-mêmes. Oui, sauf qu'ils n'ont pas envie de le faire. Ils ont envie qu'on leur parle, ils ont envie qu'on les fasse s'asseoir dans un canapé, ils ont envie qu'on leur parle de ce photographe d'Afrique du Sud. Et ça, je pense que c'est une des forces du Weekend Store. Pardon, je t'en prie. C'est clair qu'on le voit bien, là, la saison d'été vient de se terminer par rapport au grand flux de tourisme. Et l'été, on a des familles complètes qui viennent visiter la boutique. Et évidemment que souvent, le mari, les ados, les plus jeunes, ils se mettent dans les canapés, dedans, dehors. Toute la boutique est occupée, en fait, par ceux qui accompagnent, souvent mesdames qui font le tour et qui font leur petit shopping inspiration. Et puis, ça fait partie
du principe. De toute façon, pour acheter un canapé, il faut essayer un canapé. On ne peut pas mettre une étiquette dessus, effectivement, et dire surtout ne vous asseyez pas. Et là, on voit un exemple de la cour ou de l'espace où tu peux présenter des produits outdoor, même si ce n'est pas une très grosse part du chiffre d'affaires. Les marques que vous voyez, c'est surtout dans l'édition de janvier à Maison Objet de outdoor, elles ont beaucoup de mal à trouver des endroits dans les grandes villes où elles peuvent présenter leur canapé dans un contexte favorable. Parce que quand vous êtes le 11 février à Paris, avenue de la République, la projection sur vos vacances et le canapé à mettre dehors est assez difficile. Et je pense que des lieux comme les tiens permettent à des marques, et notamment grâce à Instagram, même pour les gens qui n'y vont pas, de se dire, tiens, j'ai repéré dans le contexte Maison Pernoise ce canapé outdoor et une façon de le présenter. Et ça, je pense que stratégiquement, pour les marques, le développement de ces weekend stores est stratégique. Et donc, je leur dis, ne regardez pas le code postal, regardez la tête de la fondatrice ou du fondateur et le projet. Parce que cette image vue par 60 000 personnes sur l'Instagram de Maison Pernoise, elle est plus importante pour la marque que dans un magasin soi-disant prestigieux dans le 7e où personne n'a envie de penser à son canapé d'été. On va avancer dans la saison, puisque tu dis que la première partie de la saison d'été, malheureusement, est derrière nous. On va apporter bientôt l'automne et les figues, mais bientôt aussi Noël et l'hiver. Tu viens d'entreprises du Nord, donc pour toi, évidemment, Noël, les fêtes où la lumière descend n'est pas neutre. Comment tu fais pour un magasin du Sud, entre guillemets, c'est-à-dire avec les grands week-ends de avril à octobre, pour créer, dans une petite ville de 10 000 habitants, où vous imaginez qu'à 6 heures du soir, ce n'est pas non plus Los Angeles, comment tu fais pour créer cette dynamique nécessaire pour Noël et pour les achats d'hiver? Alors, quelle que soit la saison, que ce soit pour le printemps-été ou que ce soit pour l'automne-hiver, ça commence toujours par une histoire et une thématique. Cette histoire, je la partage avec l'équipe. Je travaille sur un mood board papier à l'ancienne, papier, matière, simplement pour partager ma vision de ce que j'aimerais pour la prochaine collection. On n'est pas une maison de mode, on est une maison de déco, mais j'aime bien l'idée de la collection, on ne fait pas des défilés. Hein. Par contre, voilà, on va travailler avec l'équipe sur une thématique, une ligne rouge qui va nous donner les éléments à aller chercher, les scénographies à dessiner et évidemment ces points lumineux essentiels pour l'hiver en particulier qu'on va venir travailler. Et donc, chaque collection donne l'occasion de changer, encore une fois, le décor, les couleurs et les installations dans le magasin. Encore un input de ma vie d'avant chez Ikea. Tout le monde connaît le layout, c'est-à-dire le cheminement naturel dessiné, imposé par le concept suédois. Il est essentiel à la maison pernoise, même si la porte d'entrée reste toujours où elle est, la porte vitrée fixe la vitrine sur rue, pareil. C'est important de changer la manière de circuler dans le magasin. Et donc, on va travailler les points chauds, évidemment, mais on va travailler les scénographies et la structure des scénographies pour donner à partager ces espaces et inviter le visiteur à venir farfouiller, dénicher, regarder un petit peu en dessous, en bas des étagères, des produits. Parce que même si on a l'univers classique dans une boutique de déco, on n'a pas tout implanté au même endroit avec des grands racks. On dispatche un petit peu tout, comme on le fait à la maison. Et puis, c'est ce qui plaît aussi aux visiteurs que de venir finalement chercher, rechercher et dénicher le produit. Plus il reste et plus il voit des choses. C'est ça qui est bien. La communication, évidemment, c'est ton métier d'origine et tu le développes. Et très souvent, tu fais un travail qui est souvent réservé à des entreprises plus grandes, avec un travail d'édition. Tu peux peut-être nous parler de ta publication, du MAG, la façon dont tu communiques tes intentions de collection. Là, vous voyez quelques exemples des publications que j'ai fait, artisanalement, mais créativement très qualitatives, pour ne pas simplement être un magasin en 3D, mais également un magasin en papier, pour faire savoir ce que tu veux présenter. Alors oui, là aussi, dans la démarche de se faire connaître, on a commencé en 2014 à participer au salon Côté Sud à Aix, jusqu'en 2019. Et c'était important pour nous positionner vraiment sur le bassin régional. Et le premier salon,
on est arrivé avec 300 ou 400 cartes de visite. On s'est dit, bon, là, on est généreux, c'est le nombre de clients qu'on a eu dans l'année, donc ça devrait aller. En un quart d'heure, on n'avait plus de cartes de visite. Bon, on s'est arrangé sur ce salon-là, mais le salon d'après, j'ai dit, bon là, il faut absolument qu'on marque un grand coup. Et donc, le côté Think Big d'IKEA m'amène à imaginer un format A3, 4 pages, dans lequel on va venir raconter notre histoire. Parce que oui, c'est une carte de visite, tout le monde le prend, donc autant, puisqu'on avait 25 000 visiteurs qui passaient sur 4 jours à l'époque, autant qui connaissent la Maison Pernoise. Donc ce mag, finalement, il est resté. Au début, on en a fait un par an, à chaque fois pour le salon Côté Sud. Puis, on a arrêté le salon Côté Sud, on a développé le site web, lamaisonpernoise.com. Et donc, désormais, ce mag se retrouve dans tous les colis, des colis qui sont envoyés aux clients qui achètent en ligne. Et 2 fois par an, pour coller aux collections, on crée un nouveau mag. Donc, c'est ce document papier qui permet de raconter notre histoire sur le moment. Et donc ça, c'est vraiment un exemple pour les gens qui disent oui, mais ça, c'est pour les grandes entreprises. La Maison Pernoise, c'est une entreprise familiale à taille raisonnable. Ça n'empêche pas de faire une qualité d'édition. Et la récompense, c'est notamment la popularité d'Instagram. Tu as plus de 65 000 personnes qui te suivent sur Instagram. Pour avoir un ordre de grandeur, le bon marché, 150 ans d'expérience à 400 000 followers. Donc, un Weekend Store, il peut parler très fort quand il a quelque chose à dire. Et on peut être à Pernes-les-Fontaines, dont beaucoup d'entre vous dans la salle ne savaient pas où ça se situait sur la carte, et parler à une audience très large, et notamment d'avoir des clients qui n'ont rien à voir avec Pernes-les-Fontaines. Tu me parlais d'un client, je crois, pour un projet en Suisse, qui a fait son shopping chez toi. Tu peux peut-être nous raconter comment se passe ce genre de rencontre? Tout simplement, un couple rentre dans la boutique, fait le tour, nous interroge sur un produit. Là, c'était une suspension, en l'occurrence, qu'il voit. Suspension de créateur, bien sûr, donc qu'il n'y a pas ailleurs. Et puis, dans l'échange, dans la discussion, il m'explique qu'il est en train de rénover une maison à Genève, mais qu'il est en recherche, finalement, de tous les éléments pour aménager sa maison. Et puis, dans l'échange, petit à petit, tout simplement, la question sur le luminaire s'est développée sur le canapé, les tables basses, les tapis, les photographies d'artistes ou peintures de créateurs, la table, les chaises à manger, l'extérieur, etc. Donc c'est dans l'échange et c'est dans la discussion qu'on va finalement se développer et rencontrer les clients. Et donc ça, c'est vraiment une illustration. Peut-être que cette personne, si ça avait été dans un magasin, entre guillemets, white box ou speed en centre-ville, n'aurait pas pris le temps d'exprimer son projet, donc tu n'aurais pas eu l'opportunité de développer une proposition. Et donc je trouve que, on arrive à la fin de cet entretien pour prendre une ou deux questions, cette idée de la disponibilité rendue possible par l'implantation, le temps que les gens y consacrent et la scénographie sur un espace inspirant, c'est une tendance où, à mon avis, et je sais que c'est difficile, je sais que ce n'est pas tous les jours facile d'être dans des environnements où il y a une population en zone primaire qui n'est pas suffisante pour faire son business, mais je pense que pour les marques, elles ont besoin de relais, et pour les clients, ils ont besoin de magasins où ils peuvent se projeter. Et aujourd'hui, malheureusement, les concept stores, soi-disant sophistiqués dans les grandes villes, sont arrivés à un niveau d'abstraction trop fort, et les gens ne se sentent plus proches de ce projet et ne se projettent pas par rapport à leur maison. Et je trouve que c'est l'exemple de Maison Pernoise est un bon exemple de cette direction. On va conclure en montant une petite exception avec une extension, puisque la Maison Pernoise est devenue un concept qui se déploie sous un autre format. Peut-être en une minute nous dire juste ce projet de la Casa. La Casa Pernoise, c'est tout simplement la bastide abandonnée qu'il y avait au bout de la parcelle de la Maison Pernoise. Et donc, en 2020, non pas qu'on s'ennuyait un peu, mais on a eu l'opportunité de la rénover. Donc, j'ai entièrement redessiné la maison et elle est régulièrement relookée, réaménagée. Et c'est une maison de location toute l'année qui nous sert aussi en boutique pour les shootings pour lamaisonpernoise.com et pour accueillir des journalistes, des créateurs, les héberger s'ils restent plusieurs jours, etc.